Mardi 14 novembre, bienvenue, vous êtes sur RTI 1. Dans les titres ce soir, la troisième table ronde entre le Conseil économique et social de Chine et l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. La délégation ivoirienne en Chine a pris part à la conférence inaugurale sur la promotion des entreprises de modernisation en Chine et en Afrique. Dans le dossier EcoPlus ce soir, nos reporters nous proposent une immersion au cœur de la filière risicole ivoirienne, un secteur en pleine réforme au moment où la Côte d'Ivoire souhaite combler le déficit entre ses besoins et sa production qui est aujourd'hui estimée à 1,3 million de tonnes par an. La Côte d'Ivoire commémore ce 14 novembre la journée mondiale du diabète. L'accès aux soins est au cœur de la 26e édition. Le pays met l'accent sur la sensibilisation des populations concernant les facteurs à risque comme l'obésité, la mauvaise alimentation ou encore le manque de sport. Et puis l'armée malienne qui annonce avoir pris la ville de Kidal. Le colonel Assimi Goïta a donné l'information dans un message officiel lu à la télévision nationale. L'armée a appelé la population au calme et à la sérénité. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. La Chine abrite la troisième table ronde entre le Conseil économique et social de Chine et l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Le président du CESEC, Eugène Akaouele, conduit la délégation ivoirienne. Il a présenté les atouts de la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine des infrastructures économiques. Envoyé spécial en Chine, Michel Digré. Bâtir conjointement une communauté de destin Chine-Afrique, tel est l'enjeu de la troisième table ronde entre le Conseil économique et social de Chine et l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Ahmed Reda Chami, président de l'UCESA, liste quelques domaines de coopération à explorer. Nous avons en Afrique beaucoup de choses à faire dans l'industrialisation et l'avenir de l'Afrique est dans l'industrialisation. J'en suis convaincu. Et donc, là, c'est un vrai sujet de collaboration que nous pouvons mener ensemble. Deuxième sujet, les infrastructures, le transfert de compétences dans la recherche et l'innovation, le financement des stratégies d'adaptation des pays africains. Et enfin, sujet extrêmement intéressant, c'est la mobilité urbaine que nous allons discuter. Prenant part au débat sur la mobilité urbaine, le président du CESEC, Dr Akaouele, a présenté toutes les initiatives du gouvernement ivoirien pour accroître les infrastructures routières du pays, un secteur porteur pour les affaires. L'ambitieux programme de développement initié par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, offre de multiples opportunités d'investissement dans les domaines des infrastructures routières et du transport en Côte d'Ivoire. Aussi, la politique libérale, le code des investissements et les différentes réformes initiées par le gouvernement, ainsi que les infrastructures de base dont dispose le pays, rendent la destination Côte d'Ivoire très attrayante et compétitive pour les investissements dans la réalisation des infrastructures routières et le renouvellement du parc automobile. Enfin, le transfert de technologies très attendues dans notre pays, au-delà de l'agriculture, au-delà de la santé et la culture, pourrait s'étendre au domaine des infrastructures routières et du transport. Le président du Conseil économique et social de Chine souhaite que ce cadre d'échange soit le catalyseur de la coopération sino-africaine. Nous devons travailler ensemble pour que ce mécanisme contribue davantage à la communication politique et à la coopération pragmatique entre la Chine et l'Afrique. Le second panel qui a porté sur l'initiative La ceinture et la route a été conduit par Fatoumata Diakité-Koti, vice-présidente du CESEC. Et nous quittons la Chine pour la France. Le 23e salon du Millipol, rencontre internationale qui réunit les professionnels du marché de la sûreté et de la sécurité, est ouvert depuis ce matin à Paris. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, s'imprègne sur place des avancées technologiques en la matière.
Et la Côte d'Ivoire qui est également présente en Égypte, le pays prend part à la foire commerciale intra-africaine, une rencontre d'affaires entre les opérateurs économiques ivoiriens et leurs homologues de la Ligue arabe a eu lieu ce mardi au Caire. Une initiative du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, qui a décrit un environnement économique particulièrement favorable. Retrouvant sur place au Caire notre envoyé spécial, Lanciné Bakayoko. Cette rencontre d'échange entre opérateurs économiques, membres de la Ligue arabe, et les Ivoiriens, organisée en marge de la foire commerciale interafricaine du Caire, est en ligne avec les objectifs du gouvernement de Côte d'Ivoire d'ouvrir de nouveaux marchés pour les nationaux et d'attirer des investissements étrangers. Des investissements créateurs d'emplois et de richesses. Souleymane Diarra-Souba présente les opportunités ainsi que les avantages de son pays. En passant par l'agro-industrie, l'immobilier, la chimie et la plasturgie, en tout cas tous les domaines prioritaires définis par le chef de l'État, nous avons montré en fait aux investisseurs arabes que c'est dans notre intérêt commun de pouvoir travailler à augmenter sensiblement le niveau des échanges commerciaux qui à notre goût en fait sont encore faibles par rapport au potentiel des deux pays. Les hommes et femmes d'affaires arabes, notamment les Égyptiens, les Algériens, les Tunisiens et même ceux des Émirats du Golfe, ont montré un réel intérêt pour la destination ivoirienne. Une destination riche en ressources, bien connue de la Ligue arabe, au regard de la présence assumée de quelques compagnies égyptiennes, notamment dans le BTP. Nous représentons les 22 pays du monde arabe. Je vais transmettre toutes ces facilités et tous ces objectifs vraiment très intéressants pour l'investissement en Côte d'Ivoire sur le niveau industriel et sur le commerce en commun. Une mission de ces investisseurs arabes est attendue dans les prochains mois à Abidjan. Objectif, explorer le terrain et surtout signer des accords d'affaires. Et accord signé aujourd'hui par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, un contrat de partage de production sur le bloc pétrolier offshore CI 705. Il est situé au large de Fresco, dans le sud-ouest ivoirien. Le document a été signé entre les investisseurs ivoiriens et le ministre Mamadou Sangafoa. Le reportage est signé Juliette Ouer. C'est une première en Côte d'Ivoire. Des hommes d'affaires et experts ivoiriens vont investir dans la recherche pétrolière et gazière. Ils ont signé avec le gouvernement un contrat de partage de production sur le bloc offshore CI 705. Il s'agit d'un bloc libre d'une superficie de plus de 2000 km² situé en eau profonde au large de Fresco dans la région sud-ouest. On suit les instructions du président de la République qui a parlé de local content, de contenu national. Pour animer ce contenu national, nous nous engageons dans l'industrie pour créer des emplois pour les générations à venir. Nous prévoyons faire de l'exploration avec du personnel. Nous allons former aussi des jeunes et nous avons du succès. Eh bien, on pourra faire du développement et de l'exploitation pétrolière. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa, a exprimé sa satisfaction et encouragé les initiatives locales. Pour ce qui est des investissements, c'est un montant de 23 milliards de francs CFA qui est espéré, qui est un engagement espéré sur les 7 ans. Je note que, après avoir recouvré les coûts pétroliers et gaziers, le bénéfice est partagé entre le consortium et l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 53% pour l'État de Côte d'Ivoire et 47% pour le consortium. Je voudrais vraiment féliciter les parties qui ont permis d'aboutir à ce contrat. Les négociations avec ces investisseurs nationaux se sont déroulées de juillet à août 2023. Le Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord a pris fin aujourd'hui. À l'issue des travaux, des conventions et des partenariats entre entreprises ivoiriennes et américaines ont pu être signés. Barnabé Konon et Carmel Dia. La deuxième édition du Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord referme ses portes. L'événement a réuni des investisseurs provenant des États-Unis, du Mexique et du Canada. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire se félicite de la réussite de ce forum. Cette deuxième édition a tenu toutes ses promesses
en attendant d'avoir un bilan plus exhaustif. Nous pouvons nous féliciter déjà de cette volonté réciproque des secteurs privés des deux pays de coopération. À ce rendez-vous, les entreprises et participants américains ont eu l'opportunité de s'informer sur le Plan national de développement, PND. Les Ivoiriens, quant à eux, ont été instruits sur les méthodes pour pénétrer le marché américain. Je suis profondément convaincu que ce forum sera suivi de mise en relation d'affaires, de conclusion d'accords pour la réussite des hommes d'affaires ivoiriens et américains. Pour sa part, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur ne ménagera aucun effort pour aider et assister toutes les entreprises qui se montrent intéressées par le marché ivoirien. Pendant 48 heures, les participants ont eu droit à 4 panels, des rencontres B2B et des signatures de conventions et de partenariats entre des entreprises américaines et le secteur privé ivoirien. Nous sommes mardi et le dossier EcoPlus ce soir est consacré à la filière riz en Côte d'Ivoire. Le pays consomme environ 2,6 tonnes de riz par an contre une production nationale de 1,3 million de tonnes. Le déficit reste important et la recherche de solutions en vue d'accéder à la sécurité alimentaire passe par la mise en œuvre de plusieurs réformes et appui à la filière. Dangui nous donne des détails dans ce nouveau numéro de votre dossier EcoPlus. La nouvelle de l'augmentation du prix du riz en août dernier en Côte d'Ivoire, du fait justement de la tension sur le marché mondial, a plus que jamais actualisé la problématique de l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire et surtout ses chiffres officiels. 900 000 tonnes de riz achetées à l'extérieur en 2021. Ce chiffre est passé à 1,19 million en 2022, avec à la clé une sortie de devises estimée à plus de 400 milliards de francs CFA. Et pourtant, le riz, de l'avis des experts du domaine, peut pousser dans les 4 coins du pays. Depuis, sur toutes les lèvres brûle au moins une question. Comment le pays peut-il satisfaire son besoin intérieur en riz ? La recherche de quelques éléments de réponse à cette question nous envoyait à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, sur les traces des réalisations de la composante riz du projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier et du district de Yamoussoukro dénommé Deux Pays Bélier. Au quartier Nana, à la porte d'entrée de la ville, des engins de riziculture usagés dans sa cour et cette horloge avec du riz en toile de fond indique la place de cette denrée alimentaire dans la vie de Marcel. J'ai tout eu concernant le riz. Et c'est pour ça que je dis le riz, c'est ma vie. Après plus de 15 ans de dur labeur, Marcel nous montre aujourd'hui fièrement ses prix et trophées, en hommage à la riziculture. C'est le président de la République, M. Alassane Ouattara, qui m'a remis de ses propres mains à la présidence, à la salle des pas perdus. Plus ce joli trophée qu'il a remis à sa femme et elle m'a remis. Ce passionné de la culture du riz insiste pour nous montrer son champ. Cap vers le sud, dans le village de Subiakro, à quelques 15 km du centre-ville. Le village bénéficie de 144 hectares de bas-fonds aménagés dans le cadre du projet Deux Pays Bélier. Présentement, c'est en pleine végétation. Voilà, c'est-à-dire talage, vous voyez, tout est bien vert là. On a fait l'entretien des diguettes et autres. De Subiakro, nous mettons le cap sur le nord, à Gamalabo, un autre village de la commune de Yamoussoukro. Ici, un vaste bas-fond est aménagé pour encourager la culture du riz, dans le cadre du projet Deux Pays Bélier. Nous avons réhabilité une vingtaine de périmètres rizicoles qui représentent une superficie de 1200 hectares. Pour cette superficie, nous avons dépensé environ 4 milliards pour la réhabilitation de ces différents périmètres rizicoles-là.
Mieux, une petite et moyenne entreprise agricole PMEA intervient dans le cadre de ce projet pour encadrer les riziculteurs. Nous venons avec la mécanisation pour pouvoir professionnaliser l'activité. Au niveau de la production, nous mettons à disposition des producteurs la semence. Nous allons les accompagner aussi dans l'opération de repiquage. Après le repiquage, nous avons nos techniciens qui sont là, l'appui conseil. Arsène, 48 ans, marié et père de 6 enfants, vit de la culture d'un lopin de terre sur cette plateforme. C'est le travail même que moi-même j'ai aimé, parce que depuis mon enfance, en tout cas, j'ai aimé, parce que c'est rentable. La PMEA transporte la récolte ici dans cette unité de transformation Borchamp. Juste à côté vient d'être installé un système de séchage ultra moderne, une véritable bouffée d'oxygène pour les producteurs de riz. Pendant les saisons de pluie, il était difficile de sécher le riz. Donc, comme solution, on a cherché à installer un séchoir mécanique. Quand la moissonneuse récolte, on va acheminer ça au niveau du séchoir. Et pendant 10 heures de temps, nous allons sécher le riz à une température ambiante. Ici, à Diamalabo, de nombreux jeunes ne se nourrissent pas seulement du riz. Ils vivent aussi du riz, surtout sur fond d'hommage au projet de Paï-Bélier. Voici une maison dont j'ai bâti. J'ai eu beaucoup d'enfants à ma charge. Et donc j'ai profité à lui construire la deuxième maison. Et donc j'ai vendu le riz, j'ai envoyé le riz à l'unité. Je pense bien que je vais tourner les deux là, dans le mois de décembre. Après avoir payé leur crédit d'intrant, fait sortir les trucs d'intrant, que j'ai pu payer une moto, j'ai pu construire encore, scolariser les enfants. Et bon, encore, ça nous donne encore de la nourriture. Au ministère de l'Agriculture, les experts du domaine assurent que le gouvernement met les bouchées doubles pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Nous sommes de l'ordre de 55 à 60% de couverture de notre besoin. Donc il nous reste presque la moitié qu'il va falloir combler. Donc le défi pour nous, c'est de ne pas attendre au-delà de 2-3 ans, parce que nous estimons que nous pouvons exporter. Mais encore faut-il que les populations s'intéressent à la riziculture. Il faudrait que les Ivoiriens même s'engagent et pratiquent l'activité de production de riz comme un métier. Du reste, les réalisations du projet de Paï-Bélier montrent que les ressources naturelles, notamment l'eau et les terres, existent. Les techniques et technologies sont disponibles. Les hommes et les femmes prêts pour le labeur aussi. Et que le secteur privé est en embuscade pour le financement. Reste maintenant, de l'avis de nombreux experts du domaine, une forte volonté politique pour que la Côte d'Ivoire soit non seulement autosuffisante en riz, mais aussi et surtout exportatrice de cette denrée alimentaire. Consommation du riz, comment sortir de la dépendance? Un dossier signé Dangui Dangui. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mercredi 15 novembre, journée nationale de la paix, est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et à cet effet, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe qu'il sera procédé à la fermeture du pont Alassane Ouattara aux véhicules pour ce jour férié afin de permettre aux populations de visiter l'infrastructure en toute sécurité et ce, de 6h à 23h. On parle maintenant santé avec la Journée mondiale du diabète et c'est ce 14 novembre. L'accès aux soins est au cœur de cette 26e édition. L'accent est mis sur la sensibilisation des populations concernant les facteurs tels que l'obésité, la mauvaise alimentation ou encore la sédentarité. La prévalence dans le pays est estimée à 6,2%. Didier Nguessan. L'intégration de la prise en charge du diabète dans le panier de la couverture maladie universelle. C'est le principal plaidoyer de la Fédération des ONG de lutte contre le diabète à l'occasion de la journée mondiale dédiée aux actions de lutte contre cette maladie. Parlant de l'accès aux soins, il y a 5 points essentiels. Il y a l'accès à l'insuline, l'accès aux médicaments antidiabétiques oraux essentiels, accès à l'autosurveillance, donc à l'aide de glucomètres et de bandelettes réactives, accès à l'éducation et à l'information, mais aussi accès au soutien psychologique dont ont besoin les malades, mais aussi leurs familles.
Les participants sont sensibilisés sur les facteurs de risque comme l'obésité, la mauvaise alimentation, le manque d'exercice physique. Le diabète, à un état critique, entraîne les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance rénale et même la cécité. Une personne sur 8 pourrait être concernée à l'échelle mondiale d'ici 2045. Le diabète mobilise 11,5% du budget total des soins de santé dans le monde, selon le ministère de la Santé. Les professionnels de la santé qui doivent savoir comment détecter et diagnostiquer la condition à un stade précoce et fournir les meilleurs soins possibles. Le deuxième message met l'accent sur les personnes atteintes de diabète qui doivent avoir accès à une éducation permanente pour comprendre leurs conditions et prendre soin d'elles-mêmes. Le troisième message relatif à la COVID-19. L'accent sera-t-il mis au cours de cette campagne sur la nécessité de protéger par la vaccination les personnes à risque? Un dispositif médical a permis aux participants de relever leur tension artérielle, l'indice de masse corporelle et la glycémie capillaire. La Coupe d'Afrique des Nations se prépare et l'événement mobilise toute la Côte d'Ivoire. Les étudiants en logistique, tourisme, hôtellerie et restauration de l'Université de San Pedro ne sont pas en marge de ces préparatifs. Ils ont une rencontre avec le ministre Siandou Fofana. Le point de Sam Konan. Cannes 2023, les étudiants de l'UFR Logistique, Tourisme, Hôtellerie et Restauration de l'Université de San Pedro, sensibilisés à jouer leur partition dans la réussite de l'événement. Ils étaient nombreux à l'amphithéâtre 500 places pour suivre la conférence sur le thème « Industrie touristique et altérité ». Avec la Cannes et l'ensemble des projets mis en place par l'État ivoirien, on pense qu'on tend vers une destination touristique qui pourra attirer beaucoup de touristes. Et il faut un tourisme inclusif qui prend en compte les différentes aspirations de tout un chacun. Une industrie touristique et altérité, la Cannes de l'hospitalité ne peut qu'être une réussite. San Pedro qui est une ville balnéaire, qui est une ville calme, donc il faut qu'on s'apprête à recevoir ceux qui viennent d'ailleurs avec leurs différences. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, invité à entretenir les étudiants sur le thème « Industrie touristique et altérité en période de la Cannes », demande aux étudiants en tourisme de croire à un avenir meilleur. Pour ce qui est de la Cannes 2023, face à l'insuffisance des chambres d'hôtel, Siandou Fofana rassure. Nous sommes à moins de 1000 chambres sur San Pedro et donc il a été nécessaire de travailler avec plusieurs opérateurs privés avec lesquels un bateau de croisière d'une capacité d'environ 750 lits serait accosté ici pendant cette période de la compétition. En attendant donc la Cannes au mois de janvier-février, les étudiants volontaires sont beaucoup impliqués dans l'organisation de la Ligue des champions féminines au stade Laurent Pocou de San Pedro. Parlons de sécurité à présent. L'armée ivoirienne est engagée dans une politique de rajeunissement de ses effectifs. Le gouvernement a proposé dans cette optique une politique de départ volontaire à la retraite. Et pour cette année 2023, 117 militaires ont bénéficié d'une formation au métier de la mer. Ils sont désormais des agents de la police de la navigation. Amadou Ouattara. Le 29 novembre 2022, deux décrets définissaient les modalités de reconversion de 1000 sous-officiers des forces armées de Côte d'Ivoire dans les emplois de la fonction publique. 300 d'entre eux doivent intégrer les affaires maritimes et portuaires. La volonté du gouvernement qui vise le rajeunissement des effectifs de l'armée est aujourd'hui une réalité. 117 ex-militaires sont à présent des agents de police de la navigation. L'article 4 du dit décret établit la répartition des 1000 sous-officiers entre les corps paramilitaires, à savoir les affaires maritimes, les eaux et forêts et les gardes pénitentiaires. Cette formation leur permet d'acquérir de nouvelles compétences et aptitudes et leur assure une transition réussie entre l'ancien emploi et celui d'agent de police de la navigation, des pêches et des ports. Cette reconversion passe nécessairement par une formation. Et ces nouveaux agents l'ont réussi avec abnégation et discipline.
ils sont invités à demeurer exemplaires dans l'exercice de leurs fonctions actuelles. Chers nouveaux agents de la police de la navigation, des pêches et des ports, cette cérémonie est la première qui marque le succès de la politique de reconversion des ex-militaires dans l'administration publique telle que décidée par le gouvernement ivoirien. Vous avez donc le devoir d'adhérer à cette ambitieuse vision et aussi l'obligation de montrer l'exemple par votre discipline et votre abnégation au travail. Je tiens à vous rappeler que votre nouvelle mission exige le respect des valeurs fondamentales de l'État de droit, exige également l'intégrité et la discipline car la mer fait partie de la patrie. Le droit de la mer, la sécurité et l'anglais maritime, ainsi que les contrôles de police constituent l'essentiel des 17 modules de spécialité assimilés en 3 mois de formation, cela en présentiel par ces désormais agents de police de la navigation. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué de la ACA. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a enjoint les distributeurs de bouquets de chaînes de télévision d'appliquer la numérotation logique des services nationaux de télévision avec pour date butoir le 31 décembre 2023. Canal+ Côte d'Ivoire applique depuis le 14 novembre 2023 la numérotation logique comme suit. Numéro 1, RTI 1. Numéro 2, RTI 2. Numéro 3, la 3. Numéro 4, NCI. Numéro 5, A+ Ivoire. Numéro 6, Live TV. Et numéro 7, 7 Info. La 5e édition de la Semaine du film marocain s'est tenue en Côte d'Ivoire du 9 au 14 novembre. Durant toute cette semaine, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire a fait la promotion du cinéma marocain. Cet événement constitue un réel point culturel et il apporte des opportunités d'échange entre les deux pays, surtout dans le domaine du 7e art. Serge Pacom Didi et Aboulaye Koné. Abidjan aux couleurs de la Semaine du cinéma marocain. L'initiative est de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, l'ONACCI, qui veut contribuer à la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Au-delà de la coopération, nous passons aussi à la promotion des films marocains en Côte d'Ivoire et la promotion des films ivoiriens au Maroc. Et partant de là, nos professionnels rencontrent les professionnels de l'autre. Et avec ces échanges d'expériences, nous permettent d'agrandir et de parfaire nos productions. Pour le bien-être du 7e art, Africains, Ivoiriens et Marocains se félicitent de cette coopération sud-sud. La Semaine du cinéma marocain, un événement qui célèbre la richesse, la diversité, la créativité. Chaque année, nos cinéastes se retrouvent de façon alternée avec pour objectif faire la promotion du cinéma du pays hôte. Au-delà des semaines de films alternés, la volonté de coproduction est amplement partagée. Une semaine marquée par plusieurs activités, dont des rencontres d'échange entre producteurs et réalisateurs des deux pays. Créer un pont entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, un pont qui existe déjà, mais le renforcer, c'est une très belle opportunité pour nous, cinéastes. Ça va nous apporter un plus, parce que ces deux pays qui se croisent, ça va permettre de faire connaître nos œuvres au Maroc. Les Marocains aussi pourront connaître leur cinéma ici. Le cinéma et la culture, c'est le moyen le plus efficace pour renforcer aussi les liens entre les peuples. Au total, 7 films marocains de différents genres projetés. Revenons en images sur le 23e salon du Millipol, rencontre internationale des professionnels du marché de la sûreté et de la sécurité qui est ouvert depuis ce matin à Paris. Retrouvons notre envoyé spécial Issa Yeo. Depuis ce mardi et ce jusqu'au vendredi 17 novembre 2023, Paris, la capitale française, accueille le Millipol, l'événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Il s'agit, au cours de ce salon, qui va durer 4 jours, de présenter les innovations technologiques et le matériel de pointe dernière génération en matière de sécurité pour la protection des États. Une protection des nations qui ne peut se faire sans le partenariat entre l'État et le privé. La France vient de relever le défi sécuritaire en organisant récemment
la Coupe du monde de rugby. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité veut réussir ce pari avec l'organisation de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire en janvier 2024. L'occasion de venir au Millipol justement nous permet de voir toute l'évolution de la technologie en matière de sécurité, échanger avec les participants dans le cadre d'un échange d'expérience. Mais aussi, il s'agit de tisser des partenariats pour gagner en efficacité quant aux prestations à fournir à notre pays et à nos concitoyens. La lutte contre le terrorisme et la sécurité dans sa globalité tiennent à cœur au président de la République Alassane Ouattara. Pour le tenant du portefeuille de l'Intérieur et de la Sécurité, le Millipol est l'occasion pour les États d'actualiser le type de matériel adéquat pour leur sécurité intérieure. Nous ne devons lésiner sur aucun moyen pour garantir le bon déroulement de cet important événement. Nous allons mettre en œuvre tout ce que nous aurons eu comme expérience ici, comme innovation, pour que, bien évidemment, la sécurité en Côte d'Ivoire soit renforcée. Ce 23e salon du Millipol enregistre, en plus du ministre ivoirien Wagondo Diomandé, la présence très remarquée du ministre de l'Intérieur du Singapour et des autorités indiennes. Dans l'actualité sur le continent, l'armée malienne annonce avoir pris la ville de Kidal dans le nord du pays, précédemment bastion des séparatistes Touaregs et enjeu majeur de la souveraineté pour l'État central. Le colonel Assimi Goïta a lu un message officiel à la télévision nationale. L'armée a appelé la population au calme et à la sérénité, ajoutant que les opérations se poursuivent. Elle a assuré également avoir pris des dispositions pour la sécurité des habitants. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans quelques instants le débat consacré ce soir à la charte des réseaux sociaux, son application et son apport dans l'univers médiatique de la Côte d'Ivoire. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau 20h sur RTI 1.